Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, on commence là avec les 5 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc, petit rappel, je suis Stéphane Le Chenetier, je suis chargé de projet au Corévi PACA Ouest Corse. Et aujourd'hui, du coup, vous assistez à notre troisième webinaire régional à propos du chemsex. Pour rappel, donc la déclinaison de ces webinaires, elle a été construite grâce au groupe de travail chemsex, qui est grandement soutenu par l'association Vers Marseille sans sida et sans hépatite, qui est composé de différents professionnels des Bouches-du-Rhône et qui travaillent au quotidien avec des personnes concernées par le chemsex. L'objectif est de pouvoir se réunir et d'échanger sur les différentes réalités du chemsex. J'en profite pour remercier encore du coup tous les professionnels qui sont investis dans ces travaux. Euh, il fait suite aujourd'hui à 2 webinaires qui ont déjà eu lieu il y a quelques mois. Le premier présentait des définitions sur le chemsex, les facteurs qui favorisent l'addiction et des modalités de prise en charge. Le second webinaire, quant à lui, a plutôt fait un focus sur les produits et les possibilités de réduction des risques, notamment par l'analyse de produits proposée par le dispositif Drug Lab de Marseille au bus 3132. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du Corévi. Le webinaire d'aujourd'hui est aussi enregistré et il sera publié dans les prochains jours. En parallèle, nous organisons le vendredi 11 octobre à Marseille la seconde édition régionale de la journée Chemsex à destination des professionnels, mais aussi des personnes concernées. Une seconde journée le samedi leur est spécialement dédiée le lendemain du coup au centre LGBTQIA+ de Marseille. L'objectif du coup de tous ces supports et projets, c'est bel et bien de pouvoir partager des connaissances et relayer au maximum des informations sur le chemsex et se nourrir d'approches toujours différentes mais complémentaires. Du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Hélène Laroche, qui est médecin infectiologue au CISI de l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille et au Spot Longchamp de l'association AIDE. Au Corévi, nous avons aussi le plaisir de travailler ensemble sur le déploiement du projet PrepLine afin d'aider les médecins généralistes à prescrire la PrEP et qui a été à l'initiative du docteur Laroche. Aussi, nous allons scinder ce temps de webinaire en 2 parties. Dans un premier temps, Hélène Laroche fera un rappel de quelques définitions et évoquera les premiers recours médicaux lors d'entretiens avec les personnes concernées. Juste après ce moment-là, nous vous proposerons un temps d'échange avec elle pour lui poser quelques questions. Et ensuite, Hélène vous présentera des cas cliniques pour illustrer ces différents outils. On est ensemble jusqu'à 14 heures. On va tenter de ne pas trop déborder. Je le rappelle, pas d'inquiétude, c'est normal, mais vous ne pouvez pas activer vos micros. Vous êtes nombreux et nombreuses. Du coup, on vous activera les micros au moment des questions. Je vous souhaite du coup un bon webinaire. Et puis, Hélène, je te laisse la main. Merci Stéphane pour ta présentation et merci au Corévi plus largement donc, pour l'organisation et la diffusion de ces webinaires. Alors, je vais partager mon écran en direct et comme j'ai du mal à faire 2 choses en même temps, hop, voilà. Je me branche. Normalement, c'est bon, vous voyez mon diaporama. Donc nous, aujourd'hui, on avait fait le choix donc, de discuter de l'approche médicale en premier recours du chemsex, donc pour les professionnels de la santé. Donc moi, il faut savoir que je suis pas dictologue, je ne connaissais absolument rien au chemsex quand j'ai démarré ma pratique, notamment mes consultations VIH et PrEP depuis maintenant une dizaine d'années. Et c'est vraiment en fait au fur et à mesure avec les rencontres avec les publics, avec les patients, que j'ai appris et que je me suis formée en fait au fur et à mesure à accompagner du coup les personnes dans leur pratique. Je remercie d'ailleurs aussi toute l'équipe du Spot Longchamp donc avec qui je travaille depuis 2016 maintenant, et notamment les accompagnants communautaires qui m'ont aussi énormément appris dans cette approche du chemsex. Donc pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Parce que donc, comme vous le savez sûrement, du coup la question du chemsex, c'est vraiment une question émergente de santé publique préoccupante. Maintenant depuis donc avec la diffusion qui a tendance à se développer depuis une quinzaine d'années, que ce soit sur l'évolution de la pratique et que ce soit aussi sur les conséquences potentiellement sur la santé. Il faut savoir que les personnes qui sont concernées par cette pratique n'osent pas forcément demander de l'aide, ont tendance à s'isoler du secteur médical, on va dire, par peur de la stigmatisation de leur pratique sexuelle et de leur consommation. Il faut savoir que ces publics-là sont à la croisée des chemins d'autres stigmates, notamment celui du VIH, de la sexualité vécue sous l'emprise du risque, les questions du genre, tous les traumas qu'il peut y avoir en lien avec la sexualité et l'homophobie.
Donc, c'est très important pour nous par ces webinaires, sensibiliser donc un maximum de public potentiellement qui peut avoir affaire à ces publics-là, les professionnels de santé qui ont affaire à ces publics-là, pour pouvoir permettre un repérage précoce dans les consommations des personnes, afin de limiter au maximum le risque que les consommations deviennent problématiques. Donc, il faut savoir que toute consommation de chemsex n'est pas synonyme de pathologie, de problèmes addictaux et de problèmes somatiques. Bon, pour autant, il y en a, vu qu'on est là, si on est là aujourd'hui, c'est bien qu'il y a aussi un besoin, mais voilà, toutes les personnes n'ont pas besoin de ça, mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir repérer, d'une part, le type de public qu'on a, les facteurs potentiellement de vulnérabilité, et aussi suivre un peu l'évolution dans leur pratique pour voir si à un moment ils basculent potentiellement dans une consommation qui peut être problématique. Et tout l'intérêt aussi de ce repérage précoce, c'est aussi bien sûr de sensibiliser donc aux risques liés aux consommations et donc à la réduction des risques. Et ça, c'est vraiment un travail qui est indispensable. Donc, d'où l'importance de développer vraiment le réseau de prise en charge des publics qui pratiquent le chemsex, et donc le but de ces webinaires. Donc, je vais faire quelques petits rappels sur le chemsex. Il y a sûrement des redites par rapport à ce que vous avez déjà entendu, mais je trouve que c'est important pour situer un peu tout ça. Donc, il faut savoir que le chemsex, c'est un usage de drogue donc planifié en contexte sexuel, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être sous produit qui va faire qu'on va être amené à rencontrer, mais c'est vraiment la consommation qui est provoquée avec la rencontre. Ces produits-là, ils sont utilisés donc le plus souvent pour initier, faciliter, améliorer la perception des rapports sexuels. Donc avec des produits, on va le revoir après, qui va avoir un effet de stimulant, de désinhibition ou d'endurance dans le rapport. Il faut savoir que c'est un usage qui concerne par définition la communauté gay, trans, queer, avec principalement les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes qui sont concernés, qui se définissent comme hétérosexuels, bi ou homosexuels. Et ça, c'est en lien avec ce que définissait David Stuart, la culture gay, en lien avec les luttes, des stigmates et les traumas liés au VIH. Les traumas, les stigmates pardon, liés à l'homophobie, à l'hétéronormalisation de la sexualité et toujours cette sexualité vécue sous le prisme du danger. Il faut savoir que donc le chemsex, il existe depuis de très très nombreuses années. Il s'est développé particulièrement donc, dans les années 2000. On en discutera après beaucoup au sein des personnes infectées par le VIH, vivant avec le VIH. Et il a vraiment diffusé, il a été vraiment favorisé ces dernières années par plusieurs phénomènes, dont pour moi les deux principaux, c'est l'essor de l'utilisation des applications de rencontres géolocalisées, qui a vraiment en fait permis de diffuser ces pratiques, de démocratiser complètement ces pratiques. Et aujourd'hui, donc, on sait à quel point les gens quelles que soient les personnes et le type de rapport, vont beaucoup rencontrer par les applications de rencontres. Et le fait de consommer, d'avoir des rapports sous produits ou pas sous produits, ça va être un critère au même titre que des critères physiques ou des critères autres qu'on peut sélectionner dans les applis de rencontre. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est complètement diffusé, démocratisé. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un développement très très important des nouveaux produits de synthèse qui ont rendu beaucoup plus facilement accessibles certains produits utilisés dans le contexte du chemsex. Je pense notamment au catinane, donc en rendant des prix beaucoup plus accessibles. On va en reparler aussi. Il faut savoir aussi que le phénomène de chemsex, il y a eu aussi une sexualisation de la consommation, c'est-à-dire que certes, les personnes utilisent les produits pour se désinhiber, stimuler le contact, tout ça, mais c'est aussi, il y a aussi une érotisation de la pratique, et notamment la pratique du slam, et c'est devenu potentiellement une pratique sexuelle en tant que telle. Plus dernièrement, on a eu aussi un phénomène qui nous a alertés, c'est bien sûr la crise du Covid, qui a aussi favorisé l'augmentation donc récente là, de ces pratiques,
notamment par l'augmentation donc des soirées privées qui ont permis donc plus facilement de développer ces usages-là. Le fait que un certain nombre de publics et de personnes se retrouvaient en situation d'isolement, et notamment potentiellement des publics discriminés pour d'autres raisons. Et aussi l'ère du télétravail qui fait que le travail, qui peut être potentiellement un facteur protecteur dans la consommation, du fait de devoir se réveiller, se lever, échanger avec ses collègues le lendemain, quand on est en télétravail, on est tout seul, on est chez soi et on peut gérer sa descente de chemsex beaucoup plus facilement. Et donc, du coup, voilà, ce phénomène-là aussi a accentué la pratique de façon, on va dire, peut-être plus sociale, la culture de la performance, la consommation et les injonctions à la sexualité aussi, qui font vraiment partie de notre société, peuvent favoriser aussi, bien sûr, cette pratique. Donc, juste quelques petits mots rapides concernant les produits. Donc, les produits qu'on rencontre le plus fréquemment dans l'usage du chemsex, ce sont donc les catinones, donc la 3, la MEF, la 2-MMC, enfin bref, il y a plein de noms différents pour en parler. Le GHB, GBL et les inhibiteurs de la 5-phosphodiestérase, donc les médicaments pour l'érection. Donc ça, ce sont les principaux produits qu'on rencontre, qui peuvent avoir des effets, donc pour certains, d'améliorer la perception de soi, l'estime de soi, améliorer le contact social et la perception du contact physique avec les personnes. Pour le G, ça va être plutôt un effet sur la désinhibition et sur potentiellement la gestion lors des rapports et sur l'effet de la descente. Donc voilà, ça c'est les principaux produits qu'on va rencontrer. Ce sont des produits qui peuvent être utilisés, donc il y a plein de modes d'utilisation. Donc il y a la voie inhalée, le sniff, la voie orale, donc que ce soit en parachute ou gobé, la voie intraveineuse, donc le slam dont on a parlé, la voie rectale qu'on appelle aussi plug ou bump selon les personnes. Et il faut savoir que donc, dans la pratique du chemsex, la caractéristique, c'est rare que les personnes utilisent un seul produit. Il y a vraiment souvent un mélange, un cocktail utilisé lors des plans parce que chaque produit va avoir justement ses intérêts au sein de la pratique. Et du coup, il y a vraiment un usage concomitant de plein de produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que ça peut exposer à des risques importants d'interaction, de surtoxicité entre les produits. Donc, je vous réinvite pour ça à visionner le webinaire qui a été fait par Romain et Victor, qui est très complet sur cette question-là. Donc, l'effet des produits, c'est que c'est souvent des produits qui ont une durée d'action assez courte, mais qui vont être utilisés de façon répétée lors des plans et qui du coup va entraîner en fait une prise continue potentiellement pendant 24, 48, 72 heures, ce qu'on appelle un peu un marathon sexuel, et ce qui de fait va exposer les personnes de par la fragilisation des muqueuses et par la désinhibition à potentiellement aussi plus de prise de risque. Alors ici, je vous ai remis un petit tableau qui résume un peu donc, les principaux produits répertoriés dans la pratique du chemsex, avec tous les petits noms qu'on peut leur donner, les modes d'usage, les effets principaux recherchés et les prix. Alors, c'est des données qui datent de 2017. Je ne suis pas forcément au fait de toutes les évolutions des prix récentes, donc peut-être qu'il y a quelques écarts. Mais en gros, donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur les nouveaux produits de synthèse, donc notamment les catinones, on voit qu'ils ont été aussi largement diffusés parce qu'il y a un prix qui est nettement moins important, par exemple, que la cocaïne. Vous voyez, c'est le gramme 20 € les catinones, alors que la cocaïne, ça sera autour de 80 € le gramme. Il faut savoir aussi que c'est des produits donc, qui sont donc, disponibles très facilement sur le net, sur le dark web, tout ça, et que du coup, c'est très facile pour les personnes de s'en procurer, qu'il y a une grande partie des produits qui sont légaux, qui n'ont pas encore été rendus illégaux. Et dès qu'il y a un produit qui est rendu légal, en fait, il y a une modification de la chimie assez simple de la molécule. Et en fait, il y a un nouveau produit qui sort qui n'est pas interdit. Et hop, de nouveau, c'est facile de se le procurer. Alors, quelques points, quelques chiffres sur l'épidémio. Donc, comme je vous le disais, depuis une quinzaine d'années, donc, il y a une nette augmentation des consommations et des conséquences médicales. On va en reparler après. Parmi donc, les hommes qui ont des rapports sexuels, on estime entre 3 et 30% de personnes qui consommeraient du chemsex au cours de leur vie.
Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez difficiles à interpréter forcément et qui vont vraiment dépendre de comment les personnes ont été interrogées, par quel vecteur. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Et dans le dernier mois, sur une autre étude, on retrouvait une consommation qui allait de 0,4 à 16% de consommation chemsex dans le dernier mois. Il faut savoir que le phénomène du chemsex, il a vraiment rayonné à la base, donc plutôt décrit au niveau des États-Unis, Angleterre. Il est venu se diffuser donc au fur et à mesure en France et se répandre donc par le biais des grandes villes, donc notamment donc Paris, Lyon, Marseille, voilà. Et donc il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent pratiquer, par exemple en partant en se faisant un week-end par mois ou un week-end tous les 3 mois, je ne sais pas, dans une capitale pour aller faire la fête, consommer, faire du sexe, des plans chemsex, voilà, sur une capitale pendant un week-end. Il faut savoir que la pratique du chemsex, c'est vraiment quelque chose qui concerne tous les âges. On reçoit vraiment un public très très large, avec des extrêmes, je dirais, de 15 à 70 ans, hein, pour les patients que j'ai pu rencontrer, que ce soit au spot ou que ce soit au CISI. Avec une influence potentiellement donc des plus vieux sur l'introduction à la sexualité chez les plus jeunes avec les produits. Ce qui peut être potentiellement assez problématique quand on démarre sa sexualité avec cette expérience du chemsex. C'est voilà, du coup d'avoir pas connu de sexe et de plaisir sans les produits, mais aussi donc une influence potentiellement des plus jeunes sur des publics plus âgés, hein, ça on en voit aussi beaucoup. Il faut savoir que tous les profils socioprofessionnels sont concernés. On a très bien des professionnels hauts diplômés, on va dire, cadres, infirmiers, médecins, fonctionnaires, qui peuvent rechercher par la pratique potentiellement un lâcher-prise, un besoin de se lâcher, de couper, mais aussi donc bien sûr des pratiques chez des personnes aussi potentiellement plus vulnérables, des personnes qui pratiquent du sexe transactionnel. Enfin voilà, on a vraiment tout public dans la consommation du chemsex. Un point important aussi que Muriel avait abordé, donc je vous renvoie aussi vers le webinaire numéro 1 que Muriel Grégoire avait fait, c'était la prévalence aussi des troubles psy sous-jacents, qui peuvent être aussi potentiellement la conséquence de discrimination vécue de par l'homosexualité. Il faut garder ça en tête dans la question du chemsex. Et donc une prévalence importante de ces troubles sous-jacents, donc notamment 60% d'antécédents de dépression, d'anxiété, 77% de psychotrauma, d'antécédents de psychotrauma, des troubles potentiellement liés donc à des discriminations liées à l'homophobie, mais aussi de l'homophobie intériorisée, où là encore le chemsex va pouvoir apporter une sorte de soulagement, d'épanouissement par rapport à ces enjeux-là personnels. Des troubles type TDAH, les troubles de la personnalité obsessionnelle aussi, on en rencontre beaucoup. Donc voilà, tout ça, le chemsex va vraiment pouvoir potentiellement aller soulager les publics qui ont potentiellement déjà ces troubles sous-jacents. Donc c'est vraiment à avoir en tête. Alors un petit point sur le profil des consommations, des consommateurs. Donc c'est très important d'avoir en tête qu'il n'y a pas un seul visage au chemsex, un seul visage de consommation, qu'il y a plein de types de rapports à la consommation possibles et que ça, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Donc, il faut vraiment, d'où l'intérêt aussi, du coup, nous, en médecins de premier recours, d'aller, professionnels de la santé de premier recours en tout cas, d'aller rechercher ça de façon répétée, c'est de voir où se situe la personne par rapport à sa pratique. Donc, cette étude qui avait été faite avec le CESTIM, donc je remercie Christelle Protière pour m'avoir donné cette slide, donc l'étude PAX, qui était allée interroger à peu près 150 HSH dans différentes grandes villes et qui avait du coup, par des questionnaires, établi donc 5 profils types de consommateurs. Les consommateurs, donc c'était en allant donc de la vision la plus positive à la plus négative. Donc la définition, c'était de la compensation à une sexualité assumée. Donc ça, c'était une consommation qui permet vraiment une sexualité plus comblée avec une vision positive tournée vers le plaisir sexuel.
La vision plutôt, donc, la deuxième vision, c'est l'hédonie gestionnaire. Donc, le chemsex est perçu comme un plaisir, mais ça doit rester occasionnel. Donc, il y a cette crainte de perte de contrôle potentiellement de la consommation. Le troisième profil, c'est donc entre addiction et gestion. Donc ça, c'est le chemsex qui fait partie donc, des addictions, avec un plaisir qui va flirter avec la perte de contrôle. Après, donc, dans les visions plus négatives, on a de la curiosité à la destruction de la sexualité, avec vraiment le chemsex qui est vécu comme une expérience plus destructrice. Et enfin, le dernier profil plus carrément négatif, c'est de l'espoir de compensation à la désillusion. Et ça, c'est le chemsex qui est comme pratique compensatoire à un mal-être préexistant et qui, contrairement donc au premier point, va pas compenser ce sentiment, mais au contraire l'intensifier, l'accentuer. Donc, il faut savoir encore une fois que le chemsex, il est souvent vu sous le prisme du risque, que ce soit infectieux ou psy. Donc, bien sûr, il existe, sinon on ne serait pas là pour en parler, mais il y a aussi toute la dimension de plaisir et d'épanouissement personnel et sexuel à garder en tête. Et aussi avoir en tête que l'idée d'une trajectoire inévitable où on va forcément avoir une descente aux enfers et tomber dedans, bah non, il y a vraiment des profils de consommateurs et de consommation différents. Et du coup, ça, c'est vraiment important à repérer pour pouvoir adresser de façon optimale les personnes. Pour les points positifs du chemsex, un peu de données de la biblio, je remercie Soël Réal, doctorant du système aussi, pour m'avoir transmis cette biblio-là. C'est le bénéfice individuel que ça peut procurer donc, chez les minorités sexuelles et les minorités de genre, avec potentiellement l'expérimentation, un épanouissement dans l'expérimentation sexuelle et de genre, la création d'expériences de plaisir, la diversification des répertoires sexuels, la construction d'identité. Et sur le plan communautaire, donc un bénéfice communautaire, notamment avec le lien entre la solidité des solidarités entre la communauté LGBT et les usagers de drogues non problématiques, et aussi les liens qu'il y a entre la lutte potentiellement contre VIH, la lutte contre les droits LGBT et les stratégies, les développements de stratégies de RDR, de réduction des risques, parmi les usagers de drogue. Un petit mot particulier sur chemsex et VIH. Donc, du coup, je connais bien, puisque ça représente 95% de la file active, on va dire, les personnes vivant avec le VIH. Donc, il faut savoir que le chemsex avait déjà été décrit depuis les années 90. Et il y a certaines études aux États-Unis, notamment, qui ont même fait potentiellement le lien entre la pratique du chemsex et le développement donc, de l'épidémie VIH à ce moment-là au niveau de la communauté gay. Il faut savoir que donc, le chemsex, comme je le disais tout à l'heure, il s'est vraiment développé aussi en lien donc, avec cette culture gay qui était donc, en lutte contre les stigmates liés et les traumatismes liés au VIH. Et que du coup, c'est vrai que c'est une pratique qui s'est vraiment développée à la base chez les personnes vivant avec le VIH. Donc moi, je ne travaillais pas à l'époque, mais dans les années 2000, c'était vraiment les principales personnes qui étaient concernées par cette pratique-là. Chemsex et VIH, donc conséquences et causes, parce qu'on sait que forcément, quand on pratique le chemsex, on va être beaucoup plus à risque de VIH parce qu'on a beaucoup plus d'exposition, beaucoup plus de rapports anneaux, beaucoup plus de rapports sans protection et beaucoup plus de partenaires. Dans les données de la littérature, on retrouve l'association Slam et VIH, donc avec 50% des slameurs qui sont porteurs du VIH et 5 fois plus de risques d'être infectés par le VIH quand on est slameur. Un autre lien qui est important aussi à avoir en tête, c'est le lien entre l'observance du traitement antirétroviral et le chemsex, qui a priori donc, serait moins bonne, l'observance serait moins bonne chez les patients chemsexeurs. Et ça expose donc à un risque plus important d'échappement virologique et de potentiellement transmission du VIH. Alors, pourquoi aussi donc, le chemsex, le VIH est la cause, entre guillemets, du chemsex? C'est parce qu'on sait maintenant qu'il y a un nombre de troubles sexuels beaucoup plus fréquents
chez les personnes vivant avec le VIH par rapport à la population générale. Hein. Dans les études, c'est entre 25 et 50%, hein, selon les publics et selon comment la question est posée. Ça, les causes sont multiples, hein, ce lien entre troubles de la sexualité et VIH. Avant tout, donc, à noter particulièrement, je trouve, ce sont les causes psychologiques liées à l'impact de l'annonce de la maladie, les troubles anxio-dépressifs que ça peut générer, la vision du corps qui peut changer, la vision de sa propre sexualité qui peut venir être perturbée et changer. Les causes sont aussi potentiellement médicales, neurologiques, vasculaires, les comorbidités associées au VIH, notamment le diabète, les déficits hormonaux. Certains médicaments aussi ont ce risque-là d'être iatrogènes, notamment je pense aux inhibiteurs de la protéase qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, mais qui pouvaient aussi provoquer des troubles de la sexualité. Et aussi tous les autres facteurs associés à un trouble de la sexualité et qui sont aussi associés au VIH, donc notamment le tabac, l'alcool et potentiellement la toxicomanie. Et donc, tous ces troubles-là, en fait, toutes ces conséquences psychologiques négatives dues à ces difficultés sexuelles vont venir se surajouter aux conséquences psychologiques négatives liées à la maladie du VIH. Donc, voilà, ça va renforcer, on va dire, ce poids-là. Et donc, quand on parle des troubles, on parle de fréquence, on a avant tout donc, des dysfonctions érectiles, des baisses ou des pertes de désir sexuel et des troubles de l'éjaculation et de l'orgasme. Donc là, on voit bien que à tout ça, le chemsex répond à toutes ces problématiques-là, en fait. Donc on comprend bien comment le chemsex a pu vraiment se développer au sein des personnes vivant avec le VIH. Le lien aussi chemsex et PrEP, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de PrEP chez les HSH qui pratiquent le chemsex et que chez les HSH qui prennent la PrEP et qui pratiquent le chemsex, il y a plus de risques, il y a plus de partenaires occasionnels, mais il y a surtout une meilleure perception du risque et une bonne utilisation de la PrEP. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et pour le coup, le chemsex n'est pas associé à une mauvaise observance de la PrEP. Voilà, alors l'impact du chemsex sur la santé, donc qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on parle du chemsex? Donc cette étude de 2021 donc, qui répertorie donc, les principales complications liées au chemsex qui ont été rapportées au réseau national des centres d'addictovigilance entre 2008 et 2019. Donc bien sûr pas exhaustif, mais ça a le mérite d'exister. Donc, ils mettent en avant tout donc, les troubles d'ordre psychiatrique, les troubles liés à l'usage, les syndromes dépressifs et anxieux, les troubles psychotiques, les tentatives de suicide. Il y a les troubles donc, somatiques, les troubles neurologiques, les troubles cardiovasculaires, les infections liées aux injections et les contaminations VIH et hépatite. Et il y a les troubles sociaux professionnels, les problèmes aussi avec la législation. Autre chiffre que je trouvais intéressant de montrer, c'était donc le nombre de décès. Donc sur la slide d'avant, pardon, je reviens en arrière. Donc c'était 24 décès qui avaient été répertoriés, mais ce chiffre-là, il est probablement très, très sous-estimé. Et vu les alertes qu'on a, nous, au niveau du terrain, voilà, on pense qu'il y en a, c'est vraiment la partie émergente de l'iceberg. Autre chiffre, du coup, intéressant, c'est celui de Londres entre 2014 et 2015. Ça a été une augmentation de 119% des décès associés au GHB. Voilà, donc tous ces risques-là sur la santé physique, ils sont liés donc aux toxicités propres des drogues, mais également aux interactions qu'il peut y avoir entre les drogues et entre les drogues et les médicaments. Notamment les médicaments antirétroviraux, donc une problématique que je connais assez bien, et notamment les médicaments qui peuvent contenir un boost, qui vont donc potentialiser l'effet de la drogue et exposer beaucoup plus à un surdosage. Il faut savoir aussi à titre d'exemple, par exemple, que si vous associez certaines substances ensemble, donc je prends l'exemple là, des catinones avec des médicaments pour l'érection type le sildenafil et un vasodilatateur type le poppers, on augmente considérablement le risque cardiovasculaire. Donc ça a été documenté.
Dans les risques sur la santé, donc il y a bien sûr le risque infectieux. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière, mais donc bien sûr le VIH, les hépatites, et notamment l'hépatite C, avec des rapports qui vont être potentiellement plus traumatiques, parce que plus prolongés, potentiellement plus hard parce que sous-produits, et du coup des muqueuses qui sont beaucoup plus malmenées, et donc qui vont beaucoup plus exposer à des contacts sans muqueuse, on va dire. Les pratiques aussi hard, type le fist et le slam aussi, bien sûr, qui vont être particulièrement à risque pour l'hépatite C. Il y a aussi tout ce qui est complications loco-régionales et systémiques, avec tous les problèmes cutanés, les ulcérations, les vénites, les abcès, les érysipèles, qu'on voit beaucoup. Endocardite, ostéite, phlegmon, tout ça, c'est des choses qui sont de plus en plus rapportées, à garder en tête. Et donc ça, ces complications locales, il faut savoir qu'elles sont particulièrement à risque avec les produits comme les catinones, beaucoup plus par exemple que l'héroïne ou que la cocaïne, parce que les catinones sont beaucoup plus corrosives pour la peau, que les personnes sont potentiellement moins bien formées à la pratique de l'injection, et que en plus ces injections sont plus répétées parce que les produits ont des durées d'action plus courtes, et donc au cours d'un plan, il va y avoir potentiellement de nombreuses injections qui vont se répéter. Donc tout ça, ça va accentuer ce risque-là. L'impact sur la santé mentale, donc des troubles liés à l'usage, donc c'est rapporté dans 70% des cas. Les symptômes liés à la pratique à distance des consommations, donc c'est potentiellement des syndromes anxio-dépressifs, perte de confiance en soi, les idées suicidaires, 11%, des troubles psychotiques, 13%, avec notamment tout ce qui est délire parano, idées de persécution. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Les états de stress post-traumatique, et ça, c'est aussi en lien potentiellement avec tous les problèmes de violence et de rapports non consentis, 18% de rapports non consentis, 15% de violences subies avec le chemsex, donc c'est quand même des chiffres à avoir en tête. Et l'impact socio-professionnel, donc chez les personnes, avec 24% de perte d'emploi, avec la pratique du slam, des problèmes financiers. Et donc à tout ça, tout l'usage des produits va se rajouter aussi potentiellement l'impact négatif de l'usage excessif des applications de rencontres, cette addiction-là, vraiment cette addiction au numérique aussi, qui va être associée à une baisse de la qualité de vie, à des troubles dépressifs, à potentiellement plus de problèmes de sommeil, à des consommations plus importantes. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, donc concrètement, on va voir ensemble là comment on peut repérer donc les différents usages, les différents usagers. Donc déjà, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que le chemsex, il faut l'aborder de façon systématique au cours d'un premier entretien, d'une première consultation. De même qu'on parlera, pour avoir un peu le profil de la personne, des consommations de tabac-alcool, il faut que la question du chemsex, elle, apparaisse. Et cette question, elle doit apparaître à la première consultation, mais aussi être répétée. Parce que dans la sexualité, il n'y a rien qui est figé. Et donc, il faut vraiment avoir en tête que quelqu'un qui n'a... Enfin, voilà, toutes les personnes peuvent être concernées à un moment donné de leur vie. Il faut aller vraiment re-questionner ça à intervalles réguliers. Il faut savoir d'ailleurs que ce questionnement sur la santé mentale et le chemsex, c'est sorti là dans les recommandations sur la PrEP là, récemment, les recommandations HAS 2024. Il faut que ce soit systématiquement abordé lors d'une première consultation et lors des consultations de suivi. C'est vraiment inscrit maintenant dans les recours. D'autres situations d'appel qui vont nous faire évoquer la problématique du chemsex à avoir en tête, donc ce sera bien sûr tout ce qui est complications médicales qu'il peut y avoir en lien, dont on a déjà largement parlé, mais aussi des dommages génitaux et des complications. Donc, dommages génitaux, je pense par exemple à des déchirements au niveau anal ou ce type de problèmes, et des complications organiques, ça peut être des palpitations, des cristallismes répétés, voilà, quelque chose qui se passe de nouveau dans la vie des patients. Il faut l'évoquer si on a notion aussi de violence sexuelle. Il faut l'évoquer aussi, donc bien sûr, si on a des troubles anxieux, des dépressions, des décompensations, tout ça. Et aussi au niveau social, quand on voit qu'il y a un changement de situation, qu'il y a une perte de travail, qu'il y a des problèmes, des demandes d'arrêt de travail répétés, des ruptures, voilà. Il
faut aller chercher aussi potentiellement ça à ce moment-là. Et aussi, bien sûr, quand on a des sollicitations répétées pour des prescriptions de médicaments pour l'érection. Alors, comment en parler? Vraiment, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir en parler de façon hyper ouverte et non jugeante, c'est-à-dire de pas aller... enfin, voilà, on n'a pas à juger si si c'est bien ou pas bien ce que font les personnes, on n'est pas là pour ça. Et plus on va renvoyer quelque chose un jugement en fait à la personne, et plus la personne va se fermer et ne va pas se confier, ne va pas parler de ses pratiques. Donc vraiment attention à ça. Donc faire attention aussi à comment on pose les questions, que ce soit des questions vraiment larges. Donc moi, je vous ai mis à titre d'exemple un peu moi les questions que je pouvais poser. C'est est-ce que ça vous arrive d'utiliser des produits lors des soirées, lorsque vous rencontrez, lorsque vous avez des rapports sexuels? Est-ce que vous rencontrez vos partenaires par appli? Quelle appli? Grindr? Ah oui, bah, est-ce qu'on vous a déjà proposé des produits? Voilà, concrètement, avec Grindr, toute personne qui a Grindr s'est déjà vu proposer des plans CAMS. Statistiquement, c'est pas possible d'échapper. Donc, du coup, il faut vraiment aller chercher un peu là où on peut rentrer sur ces questions-là. Il faut aussi utiliser les termes que les usagers peuvent employer. On n'est pas censé les connaître tous. On n'est pas là pour... Enfin, on ne connaît pas tout. On n'est pas forcément spécialisé là-dedans. Mais le fait d'avoir quelques petits termes, ça va potentiellement mettre à l'aise les personnes. Ça va leur montrer aussi potentiellement qu'on sait de quoi on parle. Et ça peut vraiment débloquer la discussion. Donc, que ce soit les termes, le plan KEMS, est-ce que tu slams, est-ce que tu consommes de la 3, de la MEF, du G. Voilà, c'est un peu tous les termes, que ce soit lié à la pratique ou lié au produit. Ça, c'est important d'en avoir quelques-uns pour pouvoir être plus familier avec cette question et mettre plus à l'aise les personnes. Et garder en tête que les personnes, souvent, voient leur consommation comme une consommation, potentiellement un plaisir, comme une consommation récréative. Ils ne se voient souvent pas comme usagers de drogue. Donc, c'est aussi une approche à avoir qui est un peu différente potentiellement que ce qu'on peut être habitué pour d'autres usages. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à repérer pendant nos entretiens? Ça va être donc un peu le type de consommation actuelle de la personne, un peu dans quel profil de consommateur elle peut se situer, et suivre l'évolution, la dynamique dans la consommation, comment la consommation elle est gérée dans le temps. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des consommations qui peuvent très vite déraper et d'autres qui vont vraiment être super cadrées sur du long terme et pour lesquelles il n'y aura vraiment pas de problème. Donc ça, c'est hyper important, ce côté suivi. Il faut aller aussi repérer donc, tout ce qui est facteur protecteur, qui va être plutôt rassurant dans la consommation, que ce soit sur l'entourage familial, professionnel, communautaire, est-ce qu'on a un travail, comment l'insertion se fait de la personne dans sa vie, dans sa sexualité aussi. Les facteurs de vulnérabilité, donc est-ce qu'il y a des problématiques d'homophobie intériorisée, des problèmes sous-jacents, tout ça, ça peut être potentiellement plus à risque de développer des consommations problématiques. Il faut aller chercher aussi donc, tout ce qui est complications liées à l'usage et voir un peu la notion que les personnes ont sur les risques et sur la réduction des risques pour leur pratique. Donc tout ça, tout cet entretien-là, ça va permettre à la personne de se questionner sur ses limites et ça va nous permettre de repérer des consos donc potentiellement problématiques et comment savoir un peu comment orienter et quel RDR mettre en œuvre. Donc là, je vous ai fait 2 slides. Les 2 slides suivantes, c'est un peu moi mon petit questionnaire de base que j'ai en tête pour les questions du chemsex. Alors l'idée, c'est pas forcément de poser toutes les questions à chaque consultation, parfaitement tout ça, mais c'est plus en termes pour se repérer. Et ça me fait penser d'ailleurs que je mettrai le PDF de ma présentation à disposition après la présentation, si vous voulez le garder, si ça peut vous être utile pour votre pratique. Donc, il y a la question de la temporalité. Depuis quand la personne, est-ce qu'elle pratique? À quelle fréquence est-ce qu'elle pratique? Est-ce que c'est tous les week-ends? Est-ce que c'est 2 jours, 2-3 jours le week-end? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est une fois tous les 3 mois? Bon, voilà, voir un peu la fréquence. Dans quel contexte? Est-ce que c'est uniquement sexuel? Est-ce que c'est une consommation qui peut être aussi festive? Est-ce que c'est une consommation qui va se faire des fois seule? Est-ce que c'est une consommation qui se fait via une tierce personne ou est-ce que la personne achète elle-même ses produits? Quel produit achète-t-elle? Quel mélange, quel cocktail elle fait? Est-ce qu'elle utilise des médicaments pour l'érection? Ça, les personnes, elles vont jamais vous en parler spontanément, c'est vraiment à les rechercher. Est-ce qu'elle utilise des substances pour la descente? Que ce soit
du G, que ce soit du cannabis, que ce soit, voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, des benzos, enfin voilà, est-ce qu'elle utilise des produits? Comment elle consomme? Est-ce qu'elle utilise par voie orale, donc en parachute, gobée? Est-ce qu'elle sniffe? Est-ce qu'elle utilise par voie rectale, bump, plug, où il y aura des caractéristiques à avoir en tête particulières, notamment sur une notion de RDR? Est-ce qu'elle s'injecte? Flamme, du coup. Quelle quantité par prise, quelle quantité par plan, quelle régularité des prises lors des plans, est-ce que c'est juste une prise et puis après c'est gagné pour tout le plan, ou est-ce que c'est une prise qui va se faire de façon répétée toutes les 2 heures pendant 24, 48, 72 heures, je ne sais pas. Et après, ça va être l'impact sur la sexualité. Est-ce qu'il y avait une sexualité avant le chemsex? Est-ce qu'il y avait des troubles de la sexualité potentiellement avant le chemsex? Est-ce qu'il y a du plaisir à la pratique actuelle du chemsex? Est-ce qu'il y a encore une possibilité de désir ou de sexualité sans les produits? Est-ce qu'il y a encore une possibilité de rencontre sans les produits? Quel est l'impact au niveau médical? Est-ce qu'il y a déjà eu des impacts, donc toutes les complications qu'on a citées jusque-là, infectieuses? Est-ce qu'il y a un impact sur l'observance de la PrEP, des antirétroviraux ou d'autres médicaments que la personne peut prendre pour d'autres pathologies? Est-ce que, d'ailleurs, on a déjà vérifié les interactions qu'il y a potentiellement avec ces autres médicaments qu'elle prend pour d'autres pathologies? Est-ce qu'il y a des toxicités propres aux produits? Est-ce qu'il y a déjà eu des malaises, des géos? Donc ça, c'est des choses importantes à avoir en tête. L'impact aussi, donc psy. Est-ce qu'il y a des mauvaises descentes? Combien de temps dure la descente et combien de temps la mauvaise descente, elle reste? Est-ce qu'il y a déjà eu des hallucinations, des crises d'angoisse, des idées suicidaires, des gestes auto- ou hétéro-agressifs? Est-ce qu'il y a de la dépression qui s'installe? Est-ce qu'il y a de la dépendance, des critères d'addiction ou de dépendance aux produits? Et l'impact sur le communautaire, est-ce que on est encore dans une consommation avec un entourage de consommation bienveillant? Est-ce qu'il y a des rapports qui sont non consentis, de la violence? Est-ce qu'il y a de la mise en danger de soi, d'autrui, la place du consentement dans tout ça? Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut explorer. Et l'impact sur le social, est-ce qu'il y a de l'éloignement au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a déjà eu de l'absentéisme? Est-ce qu'il y a de l'absentéisme qui se répète, des arrêts de travail? Est-ce qu'il y a l'éloignement au niveau amical, familial, affectif? Hein, des fois, on a des personnes qui sont en couple ouvert avec des partenaires, avec un partenaire, un conjoint régulier qui ne consomme pas, l'autre qui consomme, qui va voir ailleurs. Et ça, du coup, ça peut fragiliser les liens, ça peut amener à des séparations. Donc, un peu l'impact de tout ça. Est-ce qu'il y a de l'isolement généré aussi par ces consommations? Voilà. Est-ce que l'entourage est centré sur les consommations? Donc, tout ça, c'est des choses à aller explorer. Donc, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, un peu un questionnaire maison, hein, qu'on peut réutiliser, même si, encore une fois, l'idée, c'est pas forcément d'aller tout rechercher parce que c'est très long, mais c'est un peu des questions à avoir en tête. Il y a aussi d'autres questionnaires qui peuvent être utiles pour questionner un peu la pratique, où la personne se situe et où est-ce qu'elle veut aller. Il y a notamment le questionnaire en ligne de David Stuart, mais dernièrement, j'ai eu du mal à le trouver, donc je ne sais pas s'il est encore disponible. Il y a des questionnaires aussi d'équipes infirmières de Saint-Louis qui font des entretiens pré-consultation, où il y a donc différents questions qui peuvent être posées sur où est-ce qu'on en est qu'on a envie de faire une pause, comment on voit la pause, enfin voilà, un peu tout ça. Et il y a aussi eu dernièrement, là, dans la publi de 2022, le questionnaire Addicto Assist adapté au chemsex, qui proposait donc un algorithme de prise en charge selon le nombre de réponses aux questions, le nombre qu'on avait. Ça définissait si c'était une consommation qui était problématique, s'il fallait du coup un accompagnement avec des interventions brèves, ou s'il fallait vraiment se référer à des avis spécialisés plus pointus. Alors, donc, tout ça, tout ce repérage-là, il va nous servir donc à accompagner au mieux et à prendre en charge au mieux les personnes. Donc, encore une fois, ce qui est, je trouve très important, c'est vraiment le repérage précoce pour vraiment aller suivre l'évolution dans la pratique et tout de suite aussi pouvoir discuter donc des risques et de la réduction des risques auprès des publics. C'est vraiment très, très important. Encore une fois, c'est des publics qui vont craindre la stigmatisation et qui ne vont pas forcément aller parler spontanément de leur pratique, et c'est à nous d'aller vers eux, et c'est à nous d'aller déconstruire un peu toutes les craintes qu'ils peuvent avoir pour que ce soit plus facile pour eux de parler de tout ça et qu'ils se sentent à l'aise avec ça. Donc pour ça, les soignants de premier recours, on a un rôle très important, et bien sûr aussi tous les entretiens qui peuvent être faits par les accompagnants communautaires, les associations, donc tout ça c'est hyper important. Donc
Ça, c'est des entretiens qui vont se faire donc avec ce qu'on appelle des interventions brèves, donc des discussions répétées, potentiellement courtes sur un peu ces questions des pratiques. Nous, on va être utile aussi en premier recours pour la prise en charge somatique, donc des potentielles complications s'il y en a, mais aussi la prise en charge du risque infectieux, hein, la RDR vraiment au niveau infectieux, PrEP, TASP, tout ça, on va en parler. Ce premier recours, il est important sur une première consultation, mais aussi en suivi. C'est vraiment très, très important d'avoir cette notion de suivi. Parce que, encore une fois, toutes les personnes n'ont pas besoin d'être suivies par une équipe spécialisée, par un psychiatre, par un addicto. Mais pour autant, suivre les consommations et les sensibiliser à l'ERDR, ça c'est vraiment indispensable que tous les publics reçoivent ce suivi-là. Et donc, notre rôle aussi, ça va être de repérer les situations qui nécessitent des prises en charge adaptées, donc que ce soit psychiatre, addicto, sexo, et donc d'adresser selon la nécessité donc aux spécialistes concernés. Mais bon, il faut savoir que ça, en pratique, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, parce que donc il y a encore pas assez de professionnels de santé qui sont formés à cette question-là, et que potentiellement adresser quelqu'un à des publics pas formés à la question du chemsex, ça peut être aussi problématique parce que ça peut aussi renvoyer la personne à une prise en charge, il peut y avoir des discriminations, que ce soit sur leur pratique, sur leur sexualité, sur leur conso, qui vont encore plus les mettre en difficulté, ça peut être aussi délétère. Donc il faut faire attention à qui on adresse. Quand on a donc des personnes à qui adresser, c'est bien, mais ces personnes, elles sont vite full et débordées. Donc, ça peut être aussi compliqué en termes de disponibilité des professionnels de santé formés. Et faut-il encore que la personne accepte d'être suivie, d'aller vers le professionnel de santé ou la professionnelle de santé en question. Donc, encore une fois, on a tout notre rôle à avoir dans ce suivi non spécialisé, entre guillemets, en addictologie du chemsex. Les objectifs donc, pour les prises en charge des patients, donc, c'est des objectifs qui ont à définir par eux et pour eux. On peut se servir des questionnaires. Il faut vraiment ne pas être dans le jugement, ne pas préjuger de ce qui va être bien à ce moment-là pour la personne et se dire que c'est vraiment des objectifs qui peuvent évoluer avec une temporalité qui est propre à chacun. Et donc, ces objectifs, ça peut être un arrêt de la pratique, ça peut être un contrôle de la pratique, ou ça peut être pas de changement dans la pratique. Et donc, tout ça, ça va du coup être à mettre en œuvre avec les différents accompagnements qu'on peut avoir. Et dans notre objectif thérapeutique, il faut toujours garder en tête la place du plaisir, des plaisirs, parce que c'est quand même avant tout dans ce contexte-là que les personnes sont potentiellement rentrées dans la pratique, avec un épanouissement potentiellement du soi, de la sexualité. Et du coup, c'est vraiment à garder en tête dans le travail avec les personnes qu'on peut faire tout au long du suivi. Alors, l'accompagnement communautaire, il est pour moi vraiment indispensable et il est complémentaire. On a besoin de travailler en équipe. C'est difficile d'aborder tous les points là, que j'ai évoqués là, tout au long de cette présentation seule en consultation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites en partenariat avec les accompagnants communautaires. Donc, je les remercie. Je remercie toutes les structures qui proposent ce type d'accompagnement pour le travail qu'ils font parce que c'est vraiment super riche. Il faut savoir que l'accompagnement communautaire, il peut être fait en présentiel, mais aussi en dématérialisé. Hein. Je pense par exemple à l'initiative qui a été faite avec Romain au bus 2132 avec les entretiens téléphoniques. Je vous ai mis le flyers là sur la slide. Et donc cet accompagnement, il va permettre d'une part aussi de faire des entretiens motivationnels, de sonder un peu où est-ce que les limites et où est-ce qu'on en est dans la pratique, mais aussi beaucoup une approche de réduction des risques, de sensibilisation à tout ce qui va être donc la RDR, la distribution de matériel. Il y a différentes approches possibles. Il y a donc aussi des approches individuelles, en entretien individuel, mais il y a aussi potentiellement des approches en groupe de parole, les ateliers, les apéros chemsex, la yoga thérapie qui a été donc développée au Spot et qui
fait quand même pas mal de bien à un certain nombre d'usagers. L'art-thérapie, je crois que ça c'est à la Villa qui en font pas mal. Et les sorties de groupe aussi qui peuvent vraiment permettre aussi de permettre de sortir de l'isolement et rompre avec la spirale du week-end, on se retrouve, on a envie de consommer, on est seul. Voilà, donc ça, c'est des initiatives qui sont super. Il y a l'analyse de produits aussi qui est faite notamment avec le bus 3132. J'ai mis là la fiche du Drug Lab qui est très bien. Et le site dernièrement qu'ils ont fait, Capsmag, où il y a un certain nombre d'informations aussi, qui est chouette à diffuser aussi aux personnes concernées. Alors là, l'entretien motivationnel, je passe rapidement parce qu'il y aura un webinaire spécifique sur ça, donc en novembre, qui sera fait par Vincent et Romain, donc je ne vais pas m'étaler sur ça. Sur la réduction des risques, donc j'ai remis quelques infos, même si ça avait déjà été en partie fait, mais j'ai développé un peu quelques infos. Donc la RDR du risque infectieux. Donc le risque infectieux VIH-IST, elle se repose vraiment sur une palette d'outils, les préservatifs internes externes, l'intensification des dépistages, les dépistages répétés tous les 3 mois, et la notification des partenaires, c'est-à-dire que quand on est infecté par une IST, par le VIH, plus tôt on va informer son partenaire, plus vite on va casser la chaîne de transmission. Et donc pour ça, il y a des super outils qui ont été développés pour faire de la notification anonyme, notamment, donc moi j'utilise le site que je connais qui est le site du Spot, qui permet donc d'informer les partenaires quand on a une IST. Et donc ça, c'est anonyme, donc c'est facile à mettre en œuvre et c'est super. Il y a donc la PrEP. La PrEP, donc c'est pareil, tout un topo qu'on peut faire sur la PrEP, donc le traitement préventif du VIH, donc qui est un outil super efficace, qui fonctionne très très bien, qui est facile à utiliser et qui permet d'avoir un suivi en santé sexuelle, tout ça, donc c'est un super outil. Et ça, c'est un outil qui est maintenant bien maîtrisé, donc bien sûr par les centres de santé sexuelle, les CEGID, mais qu'on veut vraiment développer dans les autres approches médicales, que ce soit dans les XAPA, les psychiatres, les gynécos, enfin voilà, il y a plein de... On sort un peu du chemsex, mais voilà, il y a plein de publics médicaux qui pourraient se saisir encore de cet outil de la PrEP pour le diffuser largement à un plus grand public. Donc pour ça, on a mis donc, ce que disait Stéphane en introduction, un outil qui est la PrEP Line, qui est une ligne d'avis téléphonique qui permet d'accompagner les professionnels de santé dans la prescription. Donc je vous ai remis sur le bandeau là, le numéro si il y en a que ça intéresse. Il y a donc aussi le TPE, le traitement post-exposition. Donc, quand on a été exposé à un rapport avec plein de partenaires pour une soirée, on a oublié de prendre sa PrEP, clairement, il y a une indication d'un traitement post-exposition. Donc, c'est une phytothérapie à prendre pendant 1 mois. Et ça doit être mis dans les 48 heures, enfin, au plus tôt possible et dans les 48 heures après l'exposition. Donc, c'est important à avoir cet outil en tête. Il y a le TASP, Treatment as Prevention, pour le VIH. Donc, les personnes qui sont découvertes infectées par le VIH, donc, on va les mettre rapidement sous traitement, plus vite ils seront contrôlés sur le plan virologique. Et donc, quand on est contrôlé sur le plan virologique, on n'a pas de risque de transmettre le VIH. Donc, ça, c'est un outil, bien sûr, très important. Il y a aussi des outils de prévention donc adaptés à des pratiques plus à risque, comme le FIST, le SLAM, tout ça, et les pratiques sadomaso. Et tout ce qui est vaccination, avec notamment dernièrement vaccination Mpox, vaccination HPV, GHB, VHA. La réduction des risques en termes d'infections locaux-régionales et systémiques, du coup, forcément. Donc, ça va être tout ce qui est accompagnement, éducation, risque lié à l'injection. Donc, ça, c'est hyper important. Souvent, les personnes sont initiées au SLAM par des personnes qui connaissent bien, des infirmiers, des vétérinaires qui sont à l'aise avec le geste, ils vont les initier. En fait, les personnes, elles peuvent se mettre à consommer après seules, mais elles ne connaissent pas trop. Potentiellement, elles étaient phobiques des aiguilles avant. Et donc, ça peut potentiellement amener des grosses problématiques, donc, comme on le disait, au niveau cutané. Donc, ça, c'est hyper important de pouvoir sensibiliser les personnes à ça. Et aussi donc de faire des soins locaux adaptés. Donc, comme je vous disais, les catinones, c'est des produits corrosifs qui vont très vite
faire des nodules ou des ulcérations cutanées. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre des pansements alcoolisés quand il y a des nodules, quand il y a des ulcérations, laver au sérum Phi, faire une cicatrisation avec des pansements hydrocolloïdes qui vont permettre le bourgeonnement, la cicatrisation, potentiellement masser avec des crèmes cicatrisantes, type le Yalucet qui est remboursé, ou la flamazine, l'antibactérien qui est utilisé généralement pour les brûlures. Voilà, avoir un peu tous ces outils en tête. Autre point important sur le volet médical, mais aussi bien sûr pour d'autres professionnels de la santé, va être tout ce qui est les risques des interactions dont on a déjà un petit peu parlé. Donc pour ça, il existe différents sites, que ce soit des sites plutôt pour les professionnels de santé ou pour les publics. Donc il y a Action Traitement, il y a Tripsite, il y a le site de Liverpool, qui vont par différents outils de réglettes ou autres permettre d'aider à savoir s'il y a des risques dans les cocktails médicaments drogue ou drogue-drogue. Il y a toujours aussi la possibilité de demander des avis au laboratoire de pharmacotoxicaux du CHU de la Timone. Et notamment, je remercie le professeur Solas qui vient souvent à mon aide quand j'ai des soucis d'interaction. Voilà. Après, je vous ai remis donc un peu les 10 commandements basiques de la RDR. Je ne vais pas tout reprendre, mais encore une fois, vous aurez mon diaporama, donc vous pourrez les réutiliser. Les choses importantes à savoir, c'est forcément quand on commence, il faut commencer plutôt par des petites quantités, tester le produit à des petites quantités pour voir un peu l'effet que ça fait, ne pas mélanger certaines drogues, ça c'est hyper important, donc notamment tout ce qui est les drogues dépresseurs type G ou kétamine avec de l'alcool. Éviter donc les médicaments érectiles, les poppers avec des produits stimulants comme les amphètes ou les catinones. La délivrance est gratuite de matériel à usage unique, donc que ce soit pour des pratiques des consommations de produits, de sexe ou le soin. Donc tout ça, il y a des kits qui sont faits dans certaines structures qui sont bien, des kits sniff, des kits plug, des kits slam qui permettent que la personne ait un petit peu tout en main. Quelques notions aussi à avoir, notamment pour le plug, c'est que donc il y a une meilleure diffusion, donc quand c'est la consommation par voie rectale, il y a une meilleure diffusion de cette muqueuse-là, donc il faut avoir en tête qu'il faut potentiellement diviser par 3 les doses des produits. Voilà, et après, donc, il y a tout ce qui va être RDR lié à chaque produit. Je vous développe aujourd'hui que celle sur le GHB que j'ai repris parce que ça me paraît vraiment important, parce que c'est vraiment des accidents auxquels on est énormément confrontés actuellement et qui n'ont pas tendance à baisser et qui sont inquiétants et donc pour lesquels c'est bien vraiment d'avoir quelques notions sur le G. Donc le G, c'est un liquide qui est incolore, inodore. Donc ce qui est bien, c'est d'utiliser un colorant alimentaire pour l'utiliser, pour ne pas le mélanger avec autre chose, de l'eau, l'alcool. C'est contre-indiqué avec l'alcool, hein, il y a un risque vital. Il faut limiter aussi l'usage avec le poppers et les médicaments pour l'érection parce qu'il y a des risques de malaise, d'hypotension. Espacer les prises, si possible attendre 2 heures entre chaque prise, parce que voilà, c'est des médicaments qui vont agir plus longtemps, des produits qui vont rester plus longtemps, et que du coup, si on cumule, ça peut amener à des accidents aussi. Et pour ça, donc, comment on fait concrètement? Ce qu'on va conseiller, c'est que les personnes, soit elles notent sur un papier qu'est-ce qu'elle a pris à quelle heure, ou alors qu'elle fasse des photos d'écran potentiellement de son téléphone, de l'heure à laquelle elle a pris pour pouvoir se repérer. Il faut savoir que le G, c'est un produit qui a une marge de dosage très étroite et donc il y a un risque important d'erreur. Donc on conseille aussi d'utiliser des seringues, vraiment des pipettes adaptées à la consommation. Donc c'est consommé en général entre 0,8 et 1,3 millilitres. Voilà, des petites marges d'erreur, ça peut amener à des catastrophes. Et aussi potentiellement, quand les personnes elles sont en baisse de consommation, elles vont perdre l'accoutumance au produit. Et donc, quand elles reprennent, il faut qu'elles reprennent avec des doses inférieures à ce dont elles étaient habituées. Donc ça aussi, sensibiliser à ça. Et donc, ce qu'on craint, c'est bien sûr... et donc, le géo, il faut le reconnaître. Déjà, donc, ça va être une agitation... pardon. Ça va être une agitation incohérente, des nausées, qui va amener après à
à un étourdissement, un endormissement, la personne, en fait, elle va être en coma. Elle va sortir spontanément du coma, enfin, de ce coma-là en quelques heures, mais il faut vraiment la garder en surveillance parce qu'il y a vraiment un risque de dépression respiratoire. Et du coup, il ne faut pas laisser une personne seule quand elle est en géo. Et donc, potentiellement, la placer en position latérale de sécurité et au moindre doute, appeler le 15 ou 112 en spécifiant les produits qu'on a consommés. Voilà, j'arrête là pour ma présentation, ma première partie en tout cas. Donc, encore une fois, importance du repérage précoce, d'aller vers les publics. Attention à avoir une attitude non jugeante, ne pas stigmatiser ni les produits ni les pratiques. Avoir en tête un vocabulaire adapté. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, surtout quand on n'est pas pratiquant nous-mêmes. Mais pour autant, on peut quand même en parler et avoir quelques notions qui vont mettre à l'aise les personnes. Garder en tête toujours la notion de plaisir, d'épanouissement potentiellement individuel et communautaire que ça peut procurer pour les personnes, qu'il y a différents profils d'usagers, qu'il n'y a pas un chemin tracé à l'avance. Garder en tête aussi la prévalence des troubles psy sous-jacents et du coup potentiellement les traiter pour éviter que la consommation se complique. Suivre les personnes avec des interventions brèves ou des entretiens motivationnels pour vraiment explorer les limites des personnes et voir les complications potentiellement que ça engendre et explorer les connaissances des personnes sur les risques et les pratiques de leurs pratiques et sur les réductions des risques qu'elles peuvent mettre en œuvre pour limiter ces risques-là. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire un travail d'équipe, de travailler le maximum ensemble, parce que c'est très difficile d'aborder tout ça en une consultation, mais voilà, c'est de pouvoir avoir quelques personnes à qui référer pour pouvoir au mieux accompagner les personnes. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie Stéphane Le Chenetier pour son implication dans le groupe du travail Chemsex et tous les membres du groupe de travail Chemsex. Je remercie encore Soël et Christelle du CESTIM pour leur donner les vidéos qu'ils m'ont transmis. Et Stéphanie Gouret, qui travaille avec moi au CISI, qui m'a aidé à rendre ce PowerPoint un peu plus joli, un peu plus présentable. Et aussi, encore une fois, toute l'équipe du spot, et notamment les accompagnants qui m'ont beaucoup appris dans le Chemsex. Voilà, je redonne la parole si vous voulez qu'on échange, qu'on discute autour de tout ça. Et éventuellement, si on a le temps, on pourra donc faire quelques petits cas cliniques pour pouvoir échanger un peu sur ça. Voilà, je vous remercie. Merci Hélène, merci beaucoup. Euh, on peut vous donner la parole là maintenant. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever la main et on peut vous donner la parole pour pouvoir poser vos questions ou sinon vous avez le chat à côté pour pouvoir écrire. Alors c'est comme vous préférez. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pour l'instant, on n'a pas forcément de questions. Moi, du coup, Hélène, du coup, je rebondis un petit peu là sur ta présentation parce qu'effectivement, tu évoques voilà, quand même toutes les dimensions quand même qui sont assez denses là, du chemsex, que ce soit effectivement, tu vois, entre les consommations, les produits, les impacts personnels ou même professionnels, etc. Et potentiellement aussi les violences aussi qui peuvent être vécues, ou notamment les violences sexuelles. Euh, je me dis que souvent, dans les entretiens de santé sexuelle, on le voit ou même dans les entretiens même de santé, c'est des questions qui sont difficilement, tu vois, abordables par les professionnels, hein, que ce soit effectivement des médecins ou même d'autres équipes, hein, qu'elles soient travailleurs ou travailleurs sociaux, même des infirmiers, infirmières. Et toi, je sais que tu bosses beaucoup en réseau et en équipe et tu l'évoquais. Quels pourraient être un peu les conseils, tu vois, qu'on pourrait donner, tu vois, à ces autres professions qui pourraient, tu vois, accueillir aussi des personnes chemsexeuses ou en tout cas repérer, tu vois, ce genre de pratiques, tu vois, où je garde quand même en tête que souvent, c'est des thématiques qui peuvent aussi faire peur par rapport à la porte, tu vois, que ça pourrait ouvrir et aux réponses que ça pourrait amener. Donc toi, voilà, peut-être est-ce que tu aurais des conseils ou par rapport à ce genre voilà, d'entretien, tu vois? Je pense que comme ça, spontanément, ce que j'aurais envie de conseiller, c'est de pouvoir la faire vraiment
systématiquement en fait, parce que ce qui va être compliqué, ce qui peut nous mettre mal à l'aise aussi, c'est de se dire un peu selon la tête de la personne, comment on sent la personne sur le moment, on va plus ou moins lui poser des questions. Et ça, du coup, on va se dire mais qu'est-ce que la personne elle va penser du coup, ça peut nous mettre un peu en difficulté. Alors que si on a un peu cette approche systématique de poser la question, moi dans mes entretiens de santé sexuelle, c'est vraiment, j'essaie de systématiser vraiment ces questions-là pour que justement il n'y ait pas un effet jugement entre guillemets de la personne et du coup appréhension du coup de ça. Après l'idée de ce que ça peut générer derrière, bah, bien sûr sur un premier entretien on va pas pouvoir résoudre tous les problèmes, mais déjà ne serait-ce que les identifier et les cibler, ça permet de pouvoir après derrière organiser un peu l'orientation et voir comment on peut quelle approche on peut amener à la personne, qu'est-ce que la personne aussi elle estime être prioritaire dans sa prise en charge, vers qui on va l'amener, ou qu'est-ce qu'on va garder en tête derrière dans les suivis, du coup comme sujet sensible potentiel à garder en tête. Voilà, et c'est ça qui me vient comme ça. Et en même temps, je me dis que l'idée, c'est d'accepter aussi voilà, qu'on n'a peut-être pas aussi toutes les réponses à tout, à chaque fois, que c'est des thématiques qu'on a le droit de pas connaître, et puis de toute façon, il y a toujours des ressources d'informations ailleurs. On le voit aussi dans les techniques d'entretien, se dire, on déplace aussi la réponse et dire, bah, en tout cas, là, j'ai pas les réponses, et de se rassurer aussi professionnellement là-dessus. Et puis, je crois aussi l'appui de l'équipe, enfin, parce que tu l'évoquais, mais il y a aussi cette idée de réseau, de se dire qu'il y a aussi d'autres partenaires, ou même au sein même d'une équipe. Peut-être que quelqu'un sera plus à même de pouvoir parler de violence, d'autres de produits. Il peut y avoir aussi ce petit puzzle comme ça complémentaire, et qui peut peut-être lever des freins aussi dans les pratiques. Ouais, 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 complètement. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vraiment l'approche en réseau et du coup, bah, on peut aussi prendre notre téléphone quand on est en entretien avec la personne et appeler quelqu'un qui fait de l'accompagnement téléphonique ou organiser un rendez-vous dans une structure qui fait de l'entretien présentiel, individuel, en accompagnant communautaire pour pouvoir tout de suite un peu remettre la personne. Enfin voilà, c'est vraiment travailler ensemble. Moi, c'est toujours ma, ma devise. L'union qui fait la force. Et voilà, après, comme tu dis aussi, se déculpabiliser, se décomplexer sur le fait qu'on ne connaisse pas tout. Je maîtrise probablement, enfin clairement pas aussi bien les produits, peut-être que tu vois certains accompagnants, certaines structures, mais voilà. Mais pour autant, ça m'empêche pas d'avoir déjà quelques notions qui me permettent d'en parler et déjà d'évoquer quelques grandes idées avec les personnes que je rencontre. Euh, et encore une fois, les personnes, c'est quand même assez compliqué des fois de les adresser. Ils ne sont pas toujours OK pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être aussi nous former comme ça par l'échange avec d'autres accompagnants, mais aussi par ces webinaires-là, enfin, par ce type de formation-là. Ça permet aussi de pouvoir aussi apporter directement potentiellement déjà quelques outils, même si on n'apporte pas tout, mais on peut apporter déjà quelques billes, quoi. Oui, oui, j'ai l'impression quand même qu'il y a un panel de ressources quand même qu'on peut trouver, voilà, que ce soit par genre de support ou même sur Internet ou des assos locales. Effectivement, j'ai l'impression qu'on peut trouver tout ça. Écoute, on n'a pas de questions. A priori, on répond à toutes les, à tout ça. Je t'invite peut-être à lancer peut-être la suite. Si tu veux, je crois que tu voulais évoquer peut-être des cas cliniques pour illustrer un peu les outils là que tu proposes. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ouais, j'avais deux, trois cliniques éventuellement à proposer. Voilà, donc je peux lancer ça. Alors, je remets mon partage d'écran. Tac. Alors, hop, c'est bon, vous avez? C'est bon, ouais, ouais, on voit ça. Merci. Alors, le premier cas clinique que j'ai, c'est un patient donc, que j'ai suivi, que je suis au CIDI. Donc bien sûr, les prénoms ne sont pas réels, hein, c'était modifié. Donc, c'est un patient de 41 ans, guide touristique. Donc, un homme qui a des rapports sexuels avec les hommes, qui est infecté par le VIH depuis 2008, qui est bien équilibré sous antirétroviral, il prend du Viplera. Il est
Il pratique le chemsex donc depuis 2014. Initialement, c'est une consommation plutôt festive. Et puis après, ça a évolué vers une consommation plutôt dans un contexte sexuel avec des amis, dans un but de se désinhiber, d'avoir plus de plaisir, partager plus de plaisir. Il a démarré le slam guidé par un ami qui était infirmier, qui consommait. Et donc lui, il avait une consommation initialement, on va dire, qui était donc de 4 mecs et de penthédrone, qui était environ une fois tous les 3 mois. Il s'est contaminé à l'hépatite C, il a été contaminé à la syphilis, il a eu des IST. Il s'est isolé progressivement et s'est mis à consommer de plus en plus fréquemment et seul pour décompresser. Donc lui, ce qu'il rapporte, j'ai mis quelques phrases qui m'avait dit en consultation, qui je trouve illustrent bien. Il dit c'était simple et pas cher, c'est la poste qui me livrait. Il se faisait donc 3 à 5 shoots pendant 2-3 jours. Il décrit avoir eu des hallucinations avec apparition d'animaux et de personnes. Il dit j'aurais pu sauter par la fenêtre pour aller coucher avec la personne que je voyais en face. Je ne sortais pas parce que sinon je serais sortie tout nue et j'aurais fait des conneries. Lui, il a souhaité un sevrage. Il a déménagé à Marseille, il a repris donc sa santé en main et il a repris donc son suivi médical VIH. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à le suivre. On a démarré donc par des interventions brèves où donc on parlait donc des consommations, voilà, comment tout ça s'était mis en place. Et il a accepté pour le coup un accompagnement addicto-sexologue parce qu'à l'époque on avait la chance d'avoir une sexologue dans le service, mais malheureusement plus maintenant, donc ça avait été assez facile à mettre en place pour le coup. Et donc il a modifié son cercle d'amis, ce qui lui a permis de sortir un peu de ses entourages, de ses fréquentations de consommation. Et donc actuellement il ne consomme plus. J'ai une autre personne, donc c'est Johnny, 47 ans, qui est gendarme. HSH, consommateur de chemsex depuis 2-3 ans. Donc lui, il consomme uniquement hors de France parce qu'il a peur d'être reconnu, peur de perdre son emploi. Il consomme de la meth, de la coke, de l'ecstasy, du G, rarement de la MD parce qu'il a trop de mauvaise descente avec. Il n'avait jamais consommé avant l'arrivée de la MEF et c'est vraiment la MEF qui l'a initié aux autres produits. Il a ressenti un réel épanouissement personnel et sexuel avec les produits. Il sent qu'il a des rapports qui lui procurent beaucoup plus de plaisir. Il se sent bien, il se sent super puissant. Et il utilise à côté le sildenafil le week-end parce qu'il y a des troubles de l'érection. Donc ça, attention avec les risques qu'il peut y avoir. Il a ressenti, lui, donc progressivement une agressivité qu'il pouvait avoir sur son lieu de travail, une agressivité professionnelle suite à des week-ends de consommation. Il dit qu'il s'est fait peur. Il sentait qu'il commençait à tomber dans un syndrome dépressif et du coup, il a diminué sa consommation à des occasions festives lorsqu'il va à l'étranger un week-end de temps en temps pour faire la fête. Et cette consommation lui convient bien, il a réussi à mettre ses limites-là et ça lui convient. Il a beaucoup d'amis qui sont tombés dedans et ça lui a fait peur, il critique ça, donc voilà, il garde pour lui en tête que ça doit rester festif. Il fait attention aux échanges de paille, il utilise un code de couleur. Voilà, donc consommation plutôt positive. Au niveau médical, donc Johnny, il a eu donc plusieurs IST depuis qu'il a démarré ses consommations de chemsex. Et moi, donc, je l'ai rencontré, je l'ai mis sous PrEP à la demande. Donc ça se passe très bien. Le suivi, il est super adhérent et ça a bien fonctionné. Ça permet de suivre un peu dans tout ça à distance, toutes ces consommations un peu à distance. On l'a vacciné pour l'hépatite A, l'hépatite B. Voilà, voilà, donc lui, il n'a pas nécessité du tout, il n'a pas nécessité de prise en charge addicto particulière, mais juste des interventions brèves autour des consos et des RDR à suivre pour qu'il garde une consommation entre guillemets positive.
Alors, un autre exemple, donc c'est Élie, 21 ans, un patient donc HSH qui consomme depuis 2 ans. Alors lui, il est tombé dedans avec un partenaire qui était plus âgé et qu'il a mis dedans. Il a été infecté par le VIH, il a été mis sous stébile. Il continue à consommer régulièrement, notamment du cristal. Et il a fait donc 2 épisodes de pharmacopsychose, de bouffées délirantes aiguës à La Réunion, là où il vivait, qui se sont chronicisés en fait vers un trouble psychotique type schizophrénie. Donc, il a été mis sous neuroleptique retard. Il y a eu donc une prise en charge sociale aussi qui a été faite avec, avec une allocation adulte handicapé qui a été mise en place. Lui, il a continué sa pratique avec une intensité assez importante, avec un trouble de la sexualité sous-jacente. Et donc, comme principale intervention aussi que moi j'ai pu faire au cours de son suivi, quand j'ai redémarré son suivi VIH, c'est que j'ai changé son traitement parce qu'il avait donc du Stribil, qui est un médicament qui contient un boost, qui est donc très à risque de faire des surdosages et des complications liées aux consommations, et notamment avec le cristal. Hein, donc, c'était très problématique pour lui. Donc, on l'a mis sous un traitement trithérapie qui ne contient pas de boost et qui n'a pas de risque d'interaction, qui est le Triumec. Un autre cas, et ça sera mon dernier cas, donc lui c'est Roland, 53 ans, commerçant. Lui, je l'avais vu au spot pour la réalisation d'un dépistage. Il a donc il est HSH, il a des pratiques non protégées avec il décrit environ 200 partenaires par an, donc des pratiques vraiment des prises de risques vraiment importantes et répétées. Il a un antécédent de syphilis et il nous parle aussi d'une notion d'hépatite. Quand je le vois à la première consultation, il est asymptomatique, il n'a pas de signe de prime infection. Je lui fais un bilan complet VIH et je lui parle de la PrEP, un bilan complet de dépistage VIH et des IST, une charge virale VIH aussi parce qu'il y avait une prise de risque qui était récente et donc pour laquelle on n'avait pas une fenêtre d'incubation assez importante pour la sérologie. Et donc, je parle de la PrEP. Lors de son passage chez l'infirmier, donc Maxime en l'occurrence, Maxime découvre qu'il a une vénite au niveau du pied du coude. Et donc, en fait, en discutant avec le patient, il nous explique qu'en fait, il pratique le slam. Sur son résultat de bilan, il y a une cytolyse hépatique, il y a une sérologie hépatite C positive, il y a une syphilis positive. Donc, hop, pardon pour... Hop, voilà. Donc, la dernière sérologie qu'on avait de l'hépatite C, quelques mois avant, elle était négative. Donc, la question de cette sérologie positive, c'est est-ce que c'est une hépatite C guérie ou une hépatite C récente? On lui a fait une charge virale. La charge virale est très positive. Donc, on est dans un contexte d'hépatite C récente qu'on a traité donc par Epclusa 12 semaines. Donc, Epclusa, moi, que je préfère utiliser plutôt que le Mavirette dans le contexte de l'hépatite C parce que le Mavirette, il y a aussi des risques d'interaction potentiellement avec les produits. Donc, je suis plutôt favorable à l'Epclusa dans ces contextes-là. Et donc, une syphilis qu'on a traitée. Donc, lui, quand on parle de ces produits, donc en fait, c'est une consommation difficile à préciser. Il est assez évitant sur cette question-là. Il dit qu'il a démarré le chemsex que depuis 1 mois et demi, la MEF uniquement. Il dit que c'est que 2 ou 3 soirées, qu'il n'a jamais changé de seringue, que de toute façon, il va arrêter et qu'on ne lui avait jamais dit qu'on pouvait choper tout ça. Il y a donc une discussion de ses consommations à chaque consultation donc, qui a été permise donc, par le traitement de son hépatite C, qui a fait qu'on l'a vu de façon un peu plus rapprochée. Les barrières, au fur et à mesure, elles tombent. Et en fait, il explique un peu son contexte familial difficile, avec les problèmes de santé récents. Il décrit une descente aux enfers depuis 6 mois, qu'il a touché le fond. Il souffre de ses pratiques actuelles. Et il y a vraiment des éléments importants dépressifs, avec une importante dévalorisation. Donc lui, il dit qu'il est tombé dedans donc dans ce contexte sexuel 4 à 6 soirées par mois. Il est passé très très vite à la pratique du slam avec une perte de contrôle importante et finalement donc bien un partage de seringues.
Il consomme également le sildenafil et poppers, donc là, warning sur le risque cardiovasculaire. Et il a arrêté la conso, puis repris. Il accepte pas la prise en charge addicto, il accepte l'accompagnement multidisciplinaire communautaire et les interventions brèves. On le met sous PrEP, mais il a toujours un risque de contamination, de recontamination pour l'hépatite C. Et voilà, pour mes petits cas. Merci Hélène. Est-ce que ça suscite des questions chez nos personnes qui nous regardent? Alors écoute, on n'a pas de questions, pas de levée de main. En même temps, il est déjà 13h55, le temps a quand même vite défilé. Écoute, on n'a pas de questions particulières. Euh, Est-ce que toi, du coup, peut-être tu veux conclure, peut-être, par rapport à... Écoute, je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses. Merci encore pour ces webinaires que vous organisez. C'est vrai que les questions abordées sont assez larges et qu'il y a peut-être des sujets plus On a quelques- certains ou certaines équipes voudraient aborder. Et du coup, ce qui peut être bien, c'est peut-être d'avoir un retour à un moment sur les présentations qu'on fait pour que nous, on puisse adapter aussi nos présentations aux besoins de chacun et de chacune au sein de leur pratique et leur équipe. Alors écoute, Hélène, du coup, entre-temps, il y a quelqu'un qui a levé la main pour une question. Donc, du coup, tu as fait la pré-conclusion. Je laisse la parole, on vous laisse la parole. Vous avez le micro ouvert, c'est bon. Madame Bartolo. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Karine. Ah, super. Bon, Hélène, alors moi j'ai trouvé ton diaporama super, avec des vraiment hyper précis, en tout cas sur le plan addicto, parce qu'en pratique, c'est exactement ce qu'on fait. Bon, on va plus loin sur le dépistage des comorbidités psychiatriques s'il y en a, mais en ce qui concerne le repérage, en tout cas, de situations qui doivent nous alerter et mettre en place les premières actions de réduction des risques, c'est exactement ce que tu as décrit. Et donc, je voulais te remercier parce que j'ai écouté très attentivement et j'ai vraiment été impressionnée par la qualité de ta présentation. Bravo. Et enfin, je pense que c'est hyper important de travailler en réseau, effectivement, et de pouvoir être là quand les patients, quand on remarque, en tout cas au cours de l'entretien, des actions à mettre en place par différents intervenants, que ce soit des intervenants médicaux ou pas d'ailleurs. Mais je crois que effectivement, la difficulté, c'est de se rendre disponible au moment où on a le patient en face et d'être disponible pour les services comme vous qui prenez en charge le côté somatique pour qu'il n'y ait pas trop de délai entre le moment où vous les voyez et en tout cas le moment où les psys ou les addictos peuvent venir en aide dans la prise en charge. Voilà, mais sinon, j'ai absolument rien à ajouter. Je trouve que c'était vraiment complet et je te remercie pour tout le travail effectué. Merci, Karine, pour ton retour. Merci. Eh bien, écoute, Hélène, sur ces paroles, effectivement, ben, on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup, effectivement, pour ce travail hyper complet et en tout cas tous ces éléments. Je rappelle du coup que, effectivement, on partagera du coup ton support PowerPoint, du coup, en plus, qui reprend plein d'outils pratiques, notamment d'entretien, de sortes de questions, etc. Et puis on vous partagera aussi un petit questionnaire d'évaluation et aussi peut-être de remarques pour des prochaines thématiques qui pourraient vous intéresser pour ces webinaires en 2025 et avec les prochaines dates. Du coup, ouais, vas-y Hélène. C'est mon mail, pardon, sur la première slide. Ou comme ça, si jamais il y a des personnes qui veulent voilà, éventuellement échanger ou discuter d'éventuelles prises en charge ou de questions par rapport à cette présentation, ne pas hésiter à me contacter aussi directement par mail. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Hélène. C'était un plaisir en tout cas de te voir pour ce webinaire et de partager en tout cas tout le travail que tu fournis. Et puis ben, écoutez, je vous dis à bientôt
pour le prochain webinaire qui normalement se tiendra en novembre et on vous communiquera la date très bientôt. N'hésitez pas à aller sur le site du Corevi aussi pour avoir un petit peu toutes les infos et sur la chaîne YouTube où voilà, les webinaires sont en accès. Ben, on va souhaiter une bonne journée du coup à tous les inscrits et inscrites. Hélène, très bonne journée, à très bientôt Et bonne journée tout le monde. et encore merci à toi. Avec plaisir. À bientôt.